Mesdames, Messieurs les députés, de ce grand Parlement de la liberté qui vient de naître après la Révolution de 2011, avec une constitution des plus respectueuses des droits fondamentaux, ce qui est à l'usage dans le monde arabo-musulman, rappelons-le. C'est une avancée qui nous emplit d'espérance, non pas de fierté, un sentiment qui nous est étranger, mais d'espérance. Je suis un homme de culture et de théâtre, et je rencontre le public populaire de ce pays, une fois par semaine ou 2 fois par semaine aux 4 coins de ce pays, que nous connaissons depuis bientôt 40 ans, puisque nous arpentons les villages, les villes, et que la Tunisie vraie est une Tunisie de culture, est une Tunisie curieuse, surtout sa jeunesse. Sa jeunesse attend beaucoup de la mémoire nationale. Alors je commence souvent mes interventions par une question. Connaissez-vous le président de la Suisse? Il y a un silence gêné dans la salle. Et vous savez, la Suisse, oui, nous savons. La Suisse, CH, ça ne veut pas dire chocolat, je vous rassure. Ça veut dire aussi chocolat, mais pas seul. Alors la Confédération helvétique a un président annuel que le Conseil fédéral choisit parmi les siens, difficilement d'ailleurs parce que c'est une charge assez exténuante pour pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup de privilèges. Le président est choisi parmi les membres du Conseil fédéral, je ne vous apprendrai rien. Mais l'autre soir, dans la petite agora, le petit cinéma culturel que nous avons à la Marsa, j'ai posé toujours la même question, connaissez-vous le président de la Suisse? Et quelqu'un a levé la main. Du coup, vous le connaissez? Oui, je suis suisse. Je suis suisse, je le connais. C'est que ce Parlement, sur cette terre civilisée, remonte dans la nuit du temps au Parlement de Carthage. Carthage était une république, déjà au 5e siècle avant Jésus-Christ, et gouvernée par un sénat de 104 notables. Pas très démocratique. Le peuple était en bas de la colline de Myrsa, autour du port public. Là, c'était le marché. C'était le marché, c'était le peuple de Carthage, les marchands, les artisans, les négociants en huile d'olive, etc., qui étaient la richesse la plus fondamentale. Et vous savez pourquoi? C'était la lumière de la Méditerranée. On éclairait la nuit des villes de la Méditerranée avec la l'huile de Carthage. D'où la fortune de Carthage, une des premières fortunes. Mais qu'importe, le Sénat, ce Sénat de 104 notables, choisissait un personnage, souvent venant des grandes familles, les Magon, les Barca, et le désignait comme suffète, chefotime, d'où le nom de chef. Comme suffète, c'est-à-dire chef des pouvoirs exécutifs. Il avait la charge de superviser la flotte marchande, qui était la flotte du commerce, donc celle de la prospérité et de la richesse de la ville, et la flotte militaire qui la protégeait et protégeait Carthage, mais en plus élargissait l'empire de Carthage aux 4 coins du monde connu. C'est de là que partit Hanon, le grand navigateur, à la découverte de l'Afrique, et qu'il s'en alla jusqu'au char des dieux, jusqu'au mont Cameroun, au 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est de là que partit Himilcon, où les côtes françaises, gauloises, et puis pour aller jusqu'aux îles britanniques à la recherche d'une matière aussi précieuse que l'or, c'était l'étain. L'étain qui était nécessaire au bronze, c'est-à-dire à l'industrie de l'armement, à tous les objets quotidiens. Et c'est le pouvoir de la mer qui décidait, en définitive, du rôle du pouvoir exécutif. Le chef de la flotte militaire était en même temps chef du pouvoir exécutif. Il était le gardien de Carthage, qui était une banque. Cela me fait pas penser aux grandes villes suisses, si bancaires, avec ces grandes banques qui totalisent ou qui renferment la richesse du peuple suisse et des autres peuples également de temps en temps. Mais ce qui est important, c'est qu'il fallait garder cette richesse. Il fallait sauvegarder la sécurité de Carthage. Il y avait une grande muraille de Chine, une muraille de 30 km entourait la cité sur 3 murs d'enceinte. Et chaque mur d'enceinte reposait
reposaient sur des réserves d'eau potable. C'était des eaux de pluie que l'on recueillait partout à Carthage. Et dans ces murailles reposaient 300 éléphants de guerre, une puissance militaire capable de briser l'échine de n'importe quelle invasion, de n'importe quelle attaque. Mais également une grande puissance monétaire, c'est-à-dire qui convertissait en or, en argent, l'argent qui venait d'Espagne. C'est pour ça que la Mifra est partie en Espagne. Il y avait des mines d'argent qui étaient une monnaie d'échange. Et c'est tout ce génie-là que l'on va retrouver pendant des siècles dans cette république sénatoriale et navale qui va commencer à gêner la nouvelle puissance de l'autre côté de la Méditerranée, celle de Rome. Et au bout de 3 guerres puniques, Rome finira par détruire Carthage, et c'était l'Holocauste, un véritable Holocauste. C'est dire ce que représentait Carthage comme menace militaire, comme menace financière et surtout culturelle. Vous avez tous entendu parler de Hannibal. Il est allé occuper l'Italie pendant 20 ans, sans jamais franchir les portes de Rome. On dirait que les délices de Capoue, comme l'on dit, l'ont retenu. Mais aujourd'hui, qu'en est-il? Aujourd'hui que nous avons en héritage toute cette culture parfois oubliée, dans les temps de la décadence, nous avons oublié. Et puis, parfois, revenez cette âme-là, cette flamme, avec, non pas avec les Vandales, ces peuples germaniques qui ont semé un peu la désolation avec Genséric. Rappelez-vous, au 5e siècle, il est même allé jusqu'à Rome pour la piller, ce que Hannibal n'a jamais fait. Mais après la civilisation, le temps de la civilisation romaine, qui a laissé des traces partout, 80% du territoire tunisien est un musée à ciel ouvert. Nos paysans de Jama, à côté de Sélienne, quand ils creusent pour créer un bitmoun, une réserve alimentaire, ben ils tombent sur un couloir, avec des champs, avec de la poterie. Partout dans ce pays, du nord au sud, ça n'est qu'un grand parc archéologique. Ce qui nous donne bien des soucis avec les voleurs de pièces archéologiques qui font le bonheur des trafiquants de temps en temps. Mais l'âme du pays n'est pas là. Quand les musulmans sont arrivés, quand les chevaliers de l'islam sont arrivés en 647, pour battre l'armée byzantine du patrice Grégoire, à côté de la ville de Sufetula, qui est une merveille. Si vous avez un jour le temps, allez la visiter, Svitla. C'est une merveille construite par des berbères tunisiens devenus latins. Les Romains se tardaient de dire « E destino di Roma associare i popoli vinti al suo proprio destino ». C'est le destin de Rome que d'associer les peuples vaincus à son propre destin. C'est-à-dire en les latinisant, en leur passant la culture latine, en les élisant comme sénateurs. 20% des sénateurs de Rome étaient tunisiens, étaient des Africains, comme on dit, puisque c'est le nom de la Tunisie de l'époque, l'Africa, qui va donner son nom à tout le continent. C'est dire l'importance de cette Afrique. Cet héritage n'a pas été perdu avec les Arabes et les musulmans. L'imam Sahnoun, grand théologien de Kérouan, la grande cité de Kérouan, la première cité de l'islam en Afrique du Nord, avec sa merveilleuse mosquée et son minaret légendaire, n'a jamais perdu l'héritage laissé par les Romains. Pourquoi? C'est une terre solaire, ce n'est pas une terre lunaire. Le calendrier musulman est lunaire. On se fie à la lune. Et c'est normal. L'islam est né dans un paysage désertique où la lune était synonyme de sérénité, de paix, de chaleur supportable. Tandis qu'ici, c'est la loi du blé, la loi des céréales, la loi de l'olivier. Et donc, le calendrier est solaire. En plus, la richesse contenue dans la terre nécessitait quoi? Un cadastre. Nécessitait des titres de propriété pour que chaque tribu, chaque grande famille puisse être sûre d'hériter la terre des ancêtres et hériter de leur richesse. Et c'est comme ça que étaient reliées toutes les terres cultivables de Tunisie par un système de routes, avec macadam, s'il vous plaît, du temps de Carthage, et des routes dallées du temps de Rome, avec cette
cette belle histoire qu'il nous plaît de rappeler, les trains suisses roulent sur des rails dont l'écartement a été décidé il y a des millénaires par les voies de circulation romaines qui traçaient de sillons dans les dalles. Et l'écartement des chariots romains était le même que celui des trains modernes. On a conservé le même génie. Et je parlais de l'imam Sarton, de ce théologien. Il a accepté de conserver les règles du cadastre et de la propriété. Et vous avez encore ces témoins, ces bornes, partout dans les terres cultivables de Siliana, d'ailleurs, jusqu'à certaines parties de Gafsa, des parties fertiles, pour sauvegarder la propriété du sol et sauvegarder surtout les lois de la nature. Nous sommes un pays aride, il fallait absolument décider. Je connais une région, imaginez le génie de ces paysans, la région de Belkhir, du côté de Gafsa. Vous savez, tous les ans, ils se lèvent et ils labourent la terre, ils élèvent des petits murets. Pourquoi? Pour attendre la pluie. Il ne pleut pas la plupart du temps. Il y a des sécheresses qui durent 3, 4, 5 ans. Non, ils plantent des petits bois et des haricots. Ils attendent la pluie du Seigneur. Et puis un jour, arrivent les grandes pluies, et c'est une récolte fabuleuse, et toute la région du Gafsa mange des petits pois. Excellent ragoût d'ailleurs que je vous conseille, avec des artichauts. Et ils s'y préparent depuis des générations, depuis des millénaires. Pour moi, c'est un des exemples du génie de la terre dans ce pays. Et toutes les institutions qui viennent par la suite pour organiser la vie, si elles n'obéissent pas à ces lois ancestrales, finissent par disparaître. Nous sommes dans un palais qui raconte l'histoire du royaume husseini, une dynastie gréco-turco-tunisienne. Nous avons toujours été ouverts de façon absolument automatique et sans le choisir. Le fondateur de la dynastie qui a créé ce palais s'appelait Hussein ibn Ali Turki. En fait, il était le fils d'un capitaine turc de la caserne du Kef dans le nord, mais qui était de mère crétoise, de Crète, d'une ville qui est Kandi. Et lui-même, sentant surtout la solitude des hivers, madame, rappela à ses lieutenants qu'un homme ne pouvait pas vivre seul, qu'il fallait une compagnie. Ils sont allés chez Dawlet, une tribu arabe de la région du Kef, chez Amir, pour lui trouver une belle jeune fille. Et c'est comme ça qu'il donna naissance à ce fondateur de la dynastie husseynite, qui est un Kolor-Lidon, qui est un mélange de turcs, de grecs et de machin, un exemple d'une dynastie qui a précédé cette dynastie husseynite, la dynastie mourabite, fondée par Moulay Koso, un garçon qui a été prélevé par les pirates tunisiens sur la côte corse de Bonifacio, et qui a été adopté par Youssef Dey, qui en a fait un bon musulman, et qui en a fait l'héritier du trône. Et il a fondé la dynastie qui a gouverné ce pays pendant un siècle. Puis s'est terminé dans le sang avec un caniculat dramatique et misérable qui était Molato. Mais elle a laissé des traces que vous voyez dans les villes. Il y a des mosquées, il y a de superbes chefs-d'œuvre d'architecture, comme Jama Hamoud Abesha Al-Mouradi, qui est la mosquée des Amoureux, là on célèbre les mariages, et par la suite, pour passer au Husseini, un autre roi qui a illustré, qui a illuminé ce palais, qui était Hamoud Abesha Al-Hussein. Pas cette partie-là, il était austère. Il n'aimait pas les constructions de luxe, mais c'était un homme qui a régné sur ce pays, chose invraisemblable, de la Révolution française jusqu'à la fin de l'aventure de Napoléon, pendant 30 ans. Et il a fait régner la justice, à sa manière, l'austérité de l'État, mais surtout, il a réorganisé la justice. Tous les remparts ont été reconstruits. Toutes les voies ont été élargies, y compris l'aqueduc de Zago, qui date de l'époque d'Antonin ou Adrien, un aqueduc qui fait 92 km, bien que Zagon soit distant de 60. Simplement pour alimenter Tunis en eau fraîche de Zagon, qui est une des sources les plus bénéfiques de ce royaume. Et puis là, ils ont fait l'expansion jusqu'à la ville de Tunis, afin que la ville de Tunis, qui était en pleine croissance, qui a cannibalisé Carthage. C'est pour ça qu'on ne trouvait pas Carthage. Où est Carthage? Carthage a construit Tunis. Les pierres, le marbre, les piliers, les chapiteaux de Carthage ont construit la ville de Tunis. La Zitouna porte
Et tous ceux qui ont voulu contrecarrer ce métissage, cette personnalité plurielle, ouverte, universelle, maritime, ouverte sur tous les peuples, par les lois du commerce absolument honnêtes, par ces voiliers phéniciens qui partaient partout, comme je vous dis, en Afrique, en Europe, et vers l'Est, la terre des ancêtres, vers l'Orient, n'ont pas réussi simplement parce que dans l'âme de ce pays s'inscrit le voyage, s'inscrit l'ouverture et surtout la tolérance avec les autres. Nous avons un islam tolérant. Nous avons un islam qui n'a rien à voir avec les quelques... Comment les qualifier? Je n'arrive pas à les qualifier. Je ne suis pas un être méchant. Je ne peux pas qualifier les gens d'épithètes ou d'adjectifs monstrueux. Non. Mais ce sont des criminels. Ceux qui tuent sont des criminels. Et vous voyez à qui je pense. Mais ils ne représentent rien. Ils ne représentent rien, c'est-à-dire comme les quelques individus qui prennent des armes contre l'Espagne, contre la France, contre la Corse, contre Londres, contre la Grande-Bretagne. Vous vous rappelez de cet attentat absolument canal. Mais ça ne représente rien, ça représente simplement, je crois, une maladie, une sorte de métastase. Non pas de l'islam, jamais de la vie. L'islam n'est pas cela. L'islam, c'est la civilisation dont je parlais. Il représente un fascisme que vous avez connu sur les frontières de la Suisse. Vous avez connu Adolf Hitler et ses aventures et ses monstruosités. Vous avez connu Mussolini sur les frontières italiennes. Vous avez suivi la guerre d'Espagne de Franco. Nous avons affaire à un fascisme moderne, avec des idées simples qui n'ont rien à voir avec l'islam. Les tueurs ne viennent pas des mosquées. Vous savez pas. Ils se prétendent musulmans, c'est une engeance, comme je disais, une métastase dont il faut prendre garde et qu'il faudra considérer comme étant l'essentiel. Elle n'est que l'accessoire et le passager, l'éphémère, nous l'espérons, afin que nous tous nous retrouvions ici, à Tunis, là, avec l'Assemblée du peuple ici, dans la concorde et le dialogue, pour travailler ensemble, pour passer de très bons moments ensemble. Merci beaucoup.